particulièrement soigné le plateau de cette dernière table ronde de ces 2 jours pour Tech for Retail sur un thème, encore une fois majeur pour le retail, celui des programmes de fidélité qu'on n'avait pas encore complètement traité, pour comprendre comment le relationnel et l'IT renouvellent ces dispositifs essentiels. Je vous demande donc d'accueillir sur scène, pour cette dernière séquence, Caroline Dacier, directrice exécutive marketing, marque propre, data et clients, et membre également du comité exécutif Carrefour. Yann Klessen, consulting and partnership leader chez Values. Laurent Evin, directeur stratégie marketing et data client chez Decathlon. Et Sandrine Sanson, directrice marketing client opération pour Monoprix. Et enfin le dernier, Gauthier Piquet, CEO de Publicis France. Bonjour à tous. Donc nous sommes très heureux d'accueillir effectivement un superbe panel ce soir. Enfin, j'allais dire presque ce soir, c'est vrai on a un petit peu de retard, désolé, pour évoquer effectivement tout ce qui tourne autour des programmes de fidélité et comment les programmes de fidélité, pour différentes raisons, sont en train d'évoluer, sont en train d'être retravaillés par la plupart des retailers. Je vais laisser déjà chacun se présenter. On va faire un petit tour de table et puis on va commencer effectivement notre panel. Sandrine. Je commence, d'accord. Bonjour, Sandrine Sanson, directrice marketing Monoprix. Bonsoir, Caroline Dacier, je suis en charge du marketing pour le groupe Carrefour, du client et de la marque propre. Bonsoir, Laurent Evin, je suis en charge de la stratégie marketing et de la data pour Decathlon France. Bonsoir, je m'appelle Gauthier, j'ai la chance d'être le Chief Operating Officer pour Publicis Group en France. Parfait, donc moi Yann Kleisen, je travaille chez Values, qui est l'alliance data de plusieurs retailers, notamment dans le Nord. Eh bien, on va parler de programmes de fidélité. Les programmes de fidélité, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, je m'en rappelle, c'était quelque chose qui était fort à la mode. Et puis il y a eu des hauts, il y a des bas, on reparlera avec Decathlon qui a failli abandonner d'ailleurs son programme. Et puis depuis quelques années, voire même quelques mois, de nombreux retailers retravaillent ces programmes de fidélité. Alors il y a différentes raisons. Il y a les coûts d'acquisition qui ont augmenté. Il y a les consommateurs qui sont multiconnectés et qui sont du coup de plus en plus infidèles. On peut évoquer aussi peut-être l'IA, quelque part, avec le shopping agentique. Les programmes de fidélité, ce sera peut-être une manière pour les retailers de garder un contact direct avec leurs clients. Et puis aussi et surtout, il y a la technologie, il y a différentes technologies qui permettent de renouveler complètement les programmes de fidélité. On pense évidemment à l'IA, on pense évidemment aussi à tout ce qui tourne autour de l'évolution des médias et de la programmatique qui permet autour de la data de toucher non seulement des prospects, des clients, mais aussi de travailler ses clients. Donc c'est un peu le but de cette session, de vous amener à comprendre un peu quels sont ces nouveaux enjeux et comment différents retailers utilisent effectivement ces technologies pour renouveler leur programme et aller beaucoup plus loin dans la relation qu'ils ont avec leurs clients. Alors on va commencer avec toi, Laurent, parce qu'effectivement, Decathlon avait annoncé, je ne sais plus si c'était 2018 ou 2019, qu'il arrêtait la fidélisation, qu'il arrêtait son programme de fidélisation, qu'il préférait travailler avec l'ensemble des clients qui arrivent sur son magasin ou sur son site et déclarer effectivement que le programme de fidélité de Decathlon était mort. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors effectivement, il a été arrêté finalement temporairement en 2018. Ça correspondait à une logique client, avec d'autres idées. Et puis, ère post-Covid, finalement, beaucoup de choses ont évolué, si ce n'est changé. Et un nouveau programme a été relancé en 2022. Et ce programme, il ne s'appelait pas programme de feed, il s'appelait programme d'engagement. Alors, il avait un nom, il s'appelait Decat Club. Maintenant, il a été internationalisé, mais au départ, c'était Decat Club 2022. Et c'était un programme d'engagement. Pourquoi engagement ? Parce que ce n'était pas que pour récompenser la fidélité, mais c'était vraiment l'engagement avec la marque. Donc, c'est une vraie réponse client et une vraie réponse à un besoin aussi de pression concurrentielle sur le marché, de rapprocher le client et d'avoir un engagement plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on récompensait non seulement les transactions, mais aussi le fait de faire du sport. Donc vous faites
du sport, 1 heure de sport par semaine est récompensée en points de fidélité. Des actions éco-responsables et un ensemble de choses comme ça faisaient partie de ce qui faisait le niveau d'interaction. Plus une promesse qui est qu'au-delà de gagner des bons d'achat, il y avait aussi tout cet aspect money can't buy, d'avoir la possibilité de vivre des expériences que au travers du fait d'être membre du programme de fidélité, du programme d'engagement qui était Decathlon Club. Et aujourd'hui, en fait, quasiment tous nos clients sont membres. Hein. On va atteindre plus de 15 millions de membres. C'est un vrai vecteur de croissance, d'engagement entre la marque et les clients, de communication sur un mode qui est un petit peu différent de celui qui est exclusivement produit. On va pouvoir aussi aborder d'autres sujets, d'autres thématiques. Et puis un moyen de soutenir notre discours d'accessibilité qui est ultra important pour Decathlon. Non seulement prix, mais aussi accessibilité au sport, parce qu'on a une relation plus profonde, une meilleure connaissance de nos clients, et que c'est avant tout un moyen d'affirmer nos singularités au travers de la dynamique même du programme, de ce qu'on permet d'acquérir en termes de récompenses et de la façon de gagner des points, puisque gagner des points en faisant du sport, c'est quand même cool. On peut connecter sa montre Garmin, son Strava directement, et automatiquement, on va recevoir des points qui sont quasiment l'équivalent de 10 € de dépenses par semaine. Donc c'est assez généreux. Du coup, c'est un programme qui allie réellement, on va dire, un côté transactionnel où on récompense la fidélité à l'achat et des actions, un comportement du relationnel, c'est ça ? Exactement, à 100%. On récompense le sport, ce qui est quand même notre dynamique, notre histoire. Et on fait gagner autre chose aussi. On fait gagner du sport, on fait gagner avec des partenaires, avec tout un catalogue de partenaires, des expériences ou de la capacité à aller utiliser ces points dans autre chose aussi que des cartes cadeaux, voire de faire des dons. Donc il y a vraiment une logique 360 qui va au-delà d'une relation uniquement je fais une transaction, X% de cette transaction. Alors c'est pas que ce soit mal, hein, c'est la décision qu'on a prise, la singularité qu'on a voulu donner au programme, donc d'avoir cette on va dire, profondeur liée au sport et liée à notre engagement de rendre le sport accessible au plus grand nombre et d'avoir une preuve absolue à travers ce programme d'engagement. Et pour nous, donc, si on parlait de chiffres, je ne peux pas tous les donner, mais la puissance d'un client qui est engagé, qui utilise ça, aujourd'hui on parle d'un client augmenté, un client qui est en pleine possession de ses moyens avec nous, dans sa relation, dans tous les outils qu'on lui donne. Nous, on est très généreux chez Decathlon. On a des apps, on a plusieurs apps de coaching, plusieurs apps pour faire du commerce, des apps pour la rando. Donc la difficulté, c'est de nouer cette relation forte et cette très bonne connaissance. Et ce client augmenté, celui qui est en pleine possession de ses moyens avec nous, en fait, ce programme d'engagement, il est un grand vecteur de ce rapprochement entre tout ce qu'on offre, qui est produit, service, expérience, et le client, qui lui, parfois, peut être un peu perdu. Et puis nous, il nous faut du temps pour développer ce discours. Et pas que des temps où on va dire, là c'est Black Friday en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps pour raconter des belles histoires la semaine de Black Friday, ni même la semaine d'avant, ni même depuis le début de novembre en fait. C'est plutôt novembre, Black November. Donc il nous faut aussi d'autres moyens, d'autres temps, et puis pouvoir baliser le fait que quand c'est le programme qui parle, il peut aussi parler d'autres choses, et d'un engagement parfois plus sportif. Ok. Caroline, je pense que chez Carrefour, dans l'alimentaire, un programme de fidélité, c'est important, c'est structurant. Il y a en plus une fréquence qui est beaucoup plus forte que celle qu'on peut avoir dans le sport ou d'autres domaines. Je pense que vous avez également retravaillé votre programme de fidélité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. On l'a relancé au mois de mars cette année. Et du coup, chez Carrefour, c'est bien plus qu'un outil marketing, c'est vraiment devenu le socle de la relation client. On a développé ce programme de feed avec une vision qui est de se dire ça doit être bien plus qu'une carte de fidélité, ça doit devenir un écosystème complet qui encapsule la relation transactionnelle et émotionnelle du client. Et on en parlait à l'instant entre nous et ce que vient de développer l'équipe de Decathlon, mais on a vraiment cette vision de se dire que ça doit devenir un écosystème. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a renommé, parce ça a toujours été une carte de fidélité. Donc le naming de notre relance, il était important. Il fallait que ça s'appelle le club. On devient membre du club, et à l'intérieur du club, on doit trouver un certain nombre d'avantages. Alors, il repose sur 3 grands piliers aujourd'hui. Évidemment, il y a un socle transactionnel. Ça reste un driver de fréquence très important pour Carrefour. Donc, le premier pilier, il reste transactionnel, très en lien avec notre raison d'être.
parce qu'un programme de feed, il faut qu'il ait, pour le consommateur, il faut qu'il ait un sens avec la raison d'être du client, avec ce qu'on raconte au client. Donc on est sur la transition alimentaire accessible, avec 2 grands piliers. C'est 10% sur les fruits et légumes tous les jours chez Carrefour. Donc il y a cette notion d'accessibilité et d'accompagner le client sur du mieux manger. C'est 10% sur tous les produits bio Carrefour. On est la première marque de bio en France et on devient la plus accessible de France avec l'avantage du club. Donc ça résonne aussi beaucoup dans tout le discours qu'on accompagne au niveau de notre raison d'être auprès des clients. Et puis, au sein du pilier transactionnel, les clients, ils sont fans de gamification. Ils adorent ça. Et donc, on a monté aussi tout un programme qui s'appelle le Challenge Feed sur les marques, les grandes marques préférées de nos consommateurs. Et là, il y a tout un système de gamification qui fonctionne très bien et pouvant aller jusqu'à 50 € par mois de bonification. Donc ça, c'est le pilier transactionnel. Mais encore une fois, on ne fait pas de la transaction pour faire de la transaction. On y met un sens derrière dans les produits qu'on propose. Après, on a monté un deuxième pilier dont l'un est l'héritage des Jeux Olympiques. Quand on a été partenaire des Jeux, on était évidemment convaincus que l'alimentation, c'est clé, le sport, c'est encore mieux, et tout ça au service d'une meilleure santé. Et donc, on a monté un programme qui s'appelle le programme Club de Sport, et qu'on a étiré, qu'on a complètement intégré au club. Et c'est une façon de récompenser la fidélité de nos clients. Donc, ils peuvent choisir sur l'app le club de sport de leur choix, local. Donc, c'est plus de 14 000 clubs qui sont dans notre application. Et donc, vous pouvez choisir le programme le club de danse de votre fille, le club de rugby, votre propre club. Et votre fidélité, elle est transformée par Carrefour en points pour les clubs. Et on fait des dotations d'équipements. Alors, c'est des tapis de gym, c'est des ballons, c'est tout ce qu'un club peut avoir besoin pour aider les enfants à faire plus de sport. Et puis, une fois par mois, on a un très grand challenge entre tous les clubs de sport qui sont inscrits, où ils peuvent gagner un van électrique de 9 places pour emmener les enfants en compétition. On sait très bien que c'est toujours les parents qui font la tournée. Là, le club peut remporter un van et il est totalement customisé aux couleurs du club. Donc ça aussi, c'est une façon différente de récompenser la fidélité des clients et là aussi de donner du sens. On a créé aussi, il y a 2 ans et demi, une communauté de clients. Et là, on est très surpris aussi. C'est un espace de discussion. Ce n'est pas un espace transactionnel, mais c'est un endroit, on a 900 000 clients qui sont rentrés dans cette communauté. On en a 100 000 qui sont actifs et qui vraiment discutent avec nous, deviennent presque les avocats de la marque. Ils nous interpellent sur des positions RSE, ils nous interpellent sur les produits. On partage aussi avec eux des avant-premières. On a mis aussi en place un système d'avis clients sur les produits. Donc c'est mon avis Laurent gratuit qui a été complètement refondu et intégré au club. Donc le fait de leur donner un produit gratuitement, nous, ça nous permet de récupérer des verbatims, ça nous permet d'avoir des notes clients et ça nous permet de recommuniquer sur l'ensemble de nos sites. Donc ça, c'est la partie plus émotionnelle, plus relationnelle. Et puis le troisième pilier, c'était de le rendre plus omnicanal et plus serviciel. Donc omnicanal, ça paraît fou de se dire qu'il ne l'était pas complètement encore chez Carrefour, mais il ne l'était pas. Donc on l'a rendu complètement transverse entre le e-commerce, la proxy, le supermarché et l'hypermarché. Et puis il devient de plus en plus serviciel. On y accoste les services de Carrefour. Donc vous avez des avantages sur Carrefour Voyage, sur les assurances. Et puis on a l'ambition d'y accoster d'autres partenaires. Donc c'est vraiment 3 piliers qui viennent nourrir un écosystème. Et ce qui est intéressant dans cette vision-là, c'est de se dire qu'on peut toujours faire grandir avec des solutions, qu'elles soient servicielles, avec des solutions relationnelles, avec des programmes d'engagement, avec des dons peut-être aux associations plus tard. Donc en fait, c'est vraiment un écosystème dans lequel on fait rentrer le client. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde la pyramide de valeur. Alors on sait qu'un programme de feed, évidemment, le client vient 6 fois plus en termes de fréquence, il dépense 2 fois et demi plus.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était les coefficients multiplicateurs sur la partie transactionnelle. Et on voit bien que quand un client rentre dans la communauté, rentre dans le programme d'engagement du Club des Sports, on a des multiples qui continuent de se développer. Donc, c'est toujours difficile de se dire, quand j'investis sur un programme de fidélité où j'y mets de la relation client, c'est toujours un peu dur de le palper en termes de retour sur investissement. Mais comme on a les données transactionnelles, et même sur ma communauté de clients, qui est vraiment sur notre app, on sait relier les gens qui s'accostent sur cette communauté, et on sait les relier à notre carte de feed. Et on voit bien la valeur générée quand on arrive à aussi enrôler ce client dans cette pyramide de développement de la valeur. Donc il y a un vrai ROI positif en définitive. Oui, alors il y a un ROI qui est positif. En tout cas, nous, on le lit bien puisqu'on trace bien à la fois notre programme Club de Sport et à la fois notre communauté de clients. Donc on a bien la donnée client. Et puis, c'est ce qu'on partage en commun. Je crois que de nourrir aussi la confiance, la relation de la marque avec le client, c'est quelque chose qui ne se monétise pas tout de suite, qui ne se voit pas tout de suite. Mais en tout cas, on le voit dans l'attachement que les clients peuvent avoir, et on le mesure très bien sur la fréquence. Et je pense qu'on rentre de plus en plus dans un air de conversation avec nos clients. Ils aiment être en direct avec la marque, vraiment. Ils aiment interagir avec nos collaborateurs sur la communauté de clients. Et ce qu'on est en train de travailler de plus en plus avec le magasin, c'est de rendre physique cette communauté de clients. Aujourd'hui, elle est évidemment très digitale, mais on arrive maintenant à descendre les clients qui sont dans la communauté et reliés à des magasins physiques. Et on invite cette communauté de clients à prendre un café avec le directeur, à venir parler du magasin, à venir faire des recommandations. Et donc cette communauté qui est très digitale, on est en train de la rendre plus physique pour les magasins. Et c'est vrai que quand on invite des clients et qu'en plus ils sont reconnus comme membres de la communauté de Carrefour, on le voit chez nos clients, c'est tout de suite une émotion assez forte. Donc oui, ça a beaucoup de valeur. Superbe. Du coup, Sandrine, où est-ce que vous en êtes? Parce que Monoprix, c'est une belle marque aussi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, effectivement, sur la fidélisation? Alors, on n'en est pas aussi loin que Carrefour et Decathlon dans l'engagement client. Alors, on a la chance, en effet, d'avoir des clients qui sont très engagés avec la marque. On a une chance avec la marque Monoprix d'être dans une marque patrimoniale du quotidien, d'une marque qui réinvente le quotidien aussi. On nous attache beaucoup cette notion d'humour qu'on aime bien pour Monoprix. Sur le programme de fidélité, aujourd'hui, on est principalement sur les piliers serviciels et transactionnels. On a en perspective effectivement de développer cette dimension émotionnelle, relationnelle, parce qu'effectivement on sait bien qu'aujourd'hui les clients souhaitent aussi avoir un engagement avec la marque, et on le voit nous dans les retours que nous font les clients, notamment à travers les baromètres de satisfaction, qu'ils souhaitent avoir cette voix auprès de la marque. Ils souhaitent, c'est leur Monoprix, c'est mon Monop, donc j'ai envie de m'exprimer dessus, j'ai envie d'apporter ma contribution dessus. Mais on n'a pas encore engagé cette dimension communautaire comme Carrefour a pu le faire. On est vraiment pour l'instant sur cette dimension servicielle à porter davantage dans le quotidien, avec des services de livraison, des services omnicanaux. Apporter aussi dans la dimension transactionnelle toute une approche sur le pouvoir d'achat. On a développé un abonnement qui permet de bénéficier de réductions et de livraisons gratuites. Et on offre dans le programme standard, on va dire, un dispositif de promotion, et notamment de promotion personnalisée, qui est aussi une promesse très forte de notre programme, qui est d'apporter des promotions qui sont en relation avec ma consommation du quotidien. Donc on a tout un travail aujourd'hui qui a été développé et qui est encore en cours sur la digitalisation de notre programme, assurer à l'ensemble de nos clients d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à leur promotion. Un travail aussi sur les datas pour pouvoir effectivement piloter ces promotions personnalisées, et un travail aussi sur la qualification de notre base de données, parce que ça reste aussi le nerf de la guerre dans nos programmes de fidélité, c'est d'arriver à capter la bonne donnée, d'arriver à capter le bon consentement, qui aujourd'hui est de plus en plus complexe à capter, complexe à exploiter.
On est de plus en plus sur une spécialisation des consentements et on s'aperçoit effectivement que toute la qualité d'un programme qu'on va pouvoir offrir à nos clients, il n'est rien si nous n'arrivons pas à avoir cette conversation avec les clients. Donc on travaille beaucoup aujourd'hui en back-office pour justement arriver à redéployer notre programme de feed et avec beaucoup plus d'engagement. Alors c'est vrai que la data, c'est le nerf de la guerre, puisque ça permet justement de personnaliser la relation avec les clients. Je reviens vers toi, Caroline. Du coup, vous avez fait pas mal de choses, j'ai vu, avec l'IA, pour justement peut-être remplacer le prospectus qui est en train de disparaître et personnaliser complètement cette relation avec les clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors ça fait 2 ans qu'on travaille de manière très acharnée sur ce sujet. Le prospectus, ça reste pour un retailer, c'était d'ailleurs c'est l'objet qu'on avait du mal à challenger, à stopper, à arrêter. Il nous a fallu 2 ans pour revoir entièrement la chaîne de production du catalogue et envisager de passer d'un catalogue physique à un catalogue totalement digitalisé. Mais il ne s'agissait pas uniquement de le digitaliser, il s'agissait d'avoir la vision de se dire comment je passe d'une promotion de masse à une promotion, le temps rêvé, du one-to-one customer. Et du coup, on en a vraiment profité pour se dire, on a énormément travaillé la data depuis quelques années chez Carrefour. Donc une fois qu'on s'est dit, on revoit toute la chaîne de production, on y injecte un maximum de data pour avoir des catalogues qui sont personnalisés à grande échelle, parce que ce qui nous intéresse, c'est finalement d'avoir des promotions de masse, mais que je suis capable de t'envoyer à toi, à Gauthier, de manière exposée différente. C'est-à-dire que je fais aujourd'hui remonter, dans ma promotion de masse, je fais remonter les achats de Gauthier en premier, les tiens pour toi personnalisés, et je suis capable de dire cher Gauthier, chère Valérie, chère Caroline, voilà les promotions pour toi. Et notamment quand on regarde le catalogue sur un petit smartphone comme ça, qui est de plus en plus exposé sur smartphone, c'est fini le temps où le client il tourne 83 pages. Donc il faut que dans un temps très court, on ait la data qui nous permet de personnaliser le catalogue à grande échelle. Donc ça, on sait le faire aujourd'hui. On sait adresser de la promo personnalisée. Donc j'expose de manière personnalisée mon catalogue de masse. Ça, je sais très bien le faire aujourd'hui. Et après, ce qu'on sait aussi bien faire aujourd'hui, c'est je l'expose de manière ciblée et personnalisée. Et ça, c'est encore plus fort parce que déjà, les ROI sont meilleurs. Et je rebondis sur la difficulté de conserver la data client. Aujourd'hui, le client, il n'a pas de problème à nous la donner, sa donnée. Là où il commence à avoir un problème, c'est si je ne sais pas bien l'utiliser et je ne sais pas bien lui adresser un certain nombre de promotions. Donc là, il va nous sanctionner assez vite en disant « je veux bien donner mon consentement, mais envoyez-moi des trucs intelligents ». Donc ça nous pousse aussi à être vraiment meilleurs dans la personnalisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des retours sur investissement qui sont meilleurs. On a 15 points de NPS de mieux sur les catalogues qui sont personnalisés, parce que vraiment, je pense qu'on fait gagner du temps à nos clients. Je pense qu'on arrive mieux à mettre le bon produit au bon prix, au bon moment et bien contextualisé. Et on arrive évidemment, tout l'enjeu du catalogue, c'est-à-dire comment je remplace mes millions de boîtes aux lettres avec un catalogue digitalisé et que je suis capable de couvrir autant de surfaces de clients. Donc ça, la géolocalisation, on a travaillé avec des partenaires pour ça. On sait bien, grâce à la data et à la géologue, on sait bien aujourd'hui bien adresser notre catalogue. Et on n'a pas eu de sujet quand on a débranché le catalogue en mars 2025, qui était, on ne se rend pas bien compte, mais c'était un moment où la boîte tremblait un peu, en se disant qu'on est sûr de bien réussir. Mais c'est une transformation qui a énormément duré, qu'on a pris le temps de bien faire. Et aujourd'hui, j'ai des catalogues, je suis capable de les faire avec de l'IA totalement automatisé. C'est-à-dire que mon flot de produits arrive et puis j'ai un petit coup d'IA, il me dispatche mes produits dans le catalogue avec de la donnée client, avec de la bonne exposition. Donc on est vraiment sur le point de toucher le one-to-one client
Et ça, c'est quand même assez magique. Il faut dire que l'IA nous a énormément accéléré ces derniers temps et ça va à une vitesse très très folle. Donc c'est assez passionnant. Je me rappelle de livres, le one-to-one de, effectivement, Don Paper dans les années 90, 2000. Exactement. Là, ça devient réel. Là, C'est ça devient vraiment réel. c'est Absolument. c'est incroyable. Oui, oui, on est capable de faire 100% de notre relation CRM aujourd'hui est ciblée. Notre catalogue est à grande échelle aujourd'hui, de plus en plus personnalisé. Et on est vraiment qu'au début encore, même de la contextualisation. On fait des choses très très poussées et ça va aller plus vite encore dans les prochaines années. Et du coup, alors là, je me tourne vers toi, Gauthier. Du coup, effectivement, on parle toujours de CRM, mais ce qui est intéressant, c'est que sur le CRM, on utilisait le courrier il y a 20 ans, l'email, aujourd'hui les applis, etc. Et le CRM débarque sur le média, c'est-à-dire qu'on peut communiquer de manière quasiment presque individualisée en utilisant le média. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, je pense que tout le monde l'a dit, aujourd'hui, le programme de feed, quelle que soit son expression, devient un vrai capital. Il devient un vrai capital si, et c'est un gros travail, tout le monde l'a dit, il y a aussi un changement de gouvernance et s'il est connecté à l'ensemble de l'écosystème. Toute la réflexion, c'est de se poser comment le connecter aux assets médias, de contenu, de feed, de commerce et de CRM. Je dirais qu'en fait, il faut le voir en deux temps. Le premier, c'est la construction d'un capital fort en médias, puisque en fait, un programme CRM, ça peut générer de la data. La data, soyons clairs, ce mot, il est utilisé non-stop, et de la data, c'est de la connaissance client. Cette connaissance client, elle va soit nourrir de la personnalisation et de l'engagement, soit elle va nourrir tout simplement, je dirais, une meilleure source de compréhension de ciblage. Et le ciblage, bien orchestré avec le média, va nous permettre de générer du trafic. Le trafic va nous permettre de générer tout simplement un meilleur programme de feed. Donc en fait, un programme de feed bien lié à un dispositif média, bien diffusé dans un dispositif média, est un écosystème vertueux, puisqu'en fait, la data va se transformer, cette data connaissance client va se transformer en business. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que tout le monde l'a dit très bien, c'est tout simplement la personnalisation. Et en fait, c'est de passer d'une relation transactionnelle à une relation d'engagement, une relation même expérientielle. On va pousser tout simplement un message qui peut être évidemment un message d'émetteur de marque, mais aussi un message d'émetteur média, donc nourrir différemment la relation, lui apporter aussi d'autres niveaux de service, et donc tout simplement nourrir plus fort via le média la relation. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dite encore sur justement cette capacité de pousser aujourd'hui les programmes de feed, et notamment vers le média, c'est aussi de préparer, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'engagement sur le NPS, sur les consommateurs qu'on connaît, mais c'est un formidable boost pour la prospection. Et en fait, le programme de fidélité est quelque chose, alors ça paraît un peu, je dirais, schizo, mais c'est la meilleure approche de savoir comment, les premiers pas pour ceux qui vont commencer à rentrer dans le programme de feed. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Comment est-ce qu'on va personnaliser la première approche? Le média, justement, va nous permettre à un moment de faire des tests mieux ciblés. Voilà. Aujourd'hui, on adresse via l'IA, via les médias, l'expérience, le contenu, etc. Demain, on adressera au temps, c'est-à-dire toujours ce que l'on raconte depuis 40 ans qu'on n'a pas fait, au bon moment, à la bonne personne, etc., etc. On va peut-être enfin mettre en place ce que l'on dit depuis 50 ans. C'est une révolution dans nos métiers. Faire ce que l'on dit. Complètement. C'était un peu la théorie du marketing direct il y a quelques années qui se concrétise aujourd'hui grâce à l'IA, grâce à la problématique, grâce à la data. Du coup, je pense que chez Decathlon, vous travaillez aussi ces sujets-là. Alors complètement. Gauthier, j'ai coché les mots que tu as dit qui étaient dans ce que je disais aussi. On est totalement en phase. Et là, on a très proactivement décidé en 2026 d'utiliser les médias dans la relation client. Pas que prospect, pas que non adressé. On vit un moment où on a un consommateur qui est absolument versatile, voire totalement ambivalent. Il va faire des choix au même moment entre la responsabilité, l'arbitrage du plaisir et de la raison, petit prix ou seconde vie ou craquage complet sur quelque chose. Et nous, on doit naviguer là-dedans au même moment, avec la même personne, avec toutes nos offres. Et finalement, on a besoin de dire tellement de choses, bonne personne, bon moment, qu'un canal ne suffit pas, une expérience ne suffit pas.
marketing expérientiel, je ne peux pas dire mieux. Et finalement, les médias aujourd'hui sont une réponse, même pour le client, pour faire passer un certain nombre de messages d'histoire. Nous, on en a beaucoup. L'innovation, la technicité, le rapport valeur-prix, toute la partie circularité. Tout ça, ça ne rentre pas dans un seul tuyau, ni à un seul moment, et ni même au même moment pour le client. Donc on va utiliser un inventaire média à différents moments de la vie, avec différentes typologies de messages, exprimés sous différents moyens. Une vidéo en Connected TV, c'est incroyable. On fait vivre une expérience, on dit quelque chose qui est totalement différent d'une vidéo de quelques secondes en display, qui est encore différent d'un moment de CRM. C'est des façons de se connecter qui sont totalement complémentaires et qui vont aussi accompagner le parcours du client. L'onboarding client, aujourd'hui, pour nous, on va le faire sur plusieurs étapes. On va définir des scénarios, et l'IA, là aussi, va nous aider à multiplier à l'échelle la capacité à s'adresser en termes de contenu, en termes de services et en termes de produits à tous les consommateurs selon leur contexte, selon leur moment. Effectivement, c'est des choses dont on parle en tant que marketeur depuis 20-30 ans. On est aujourd'hui capable de le faire. Et la technologie nous permet de raccrocher nos idées. Tu parles du livre de Don Papers, je l'ai lu avidement comme toi au même moment. Aujourd'hui, on sait le faire et on peut le faire. Et c'est presque une dette qu'on a vis-à-vis des clients qui l'attendent. Tu disais, les clients nous donnent assez facilement leurs données, c'est vrai, et ils ont des attentes qui sont à l'échelle de la valeur qu'ils ont et la conscience qu'ils ont du fait de nous donner leurs données. Et si on n'a pas cette responsabilité et si on n'a pas ce niveau de service, ça ne marche pas. Dans tous les messages qu'on va faire passer, il y a la même chose. L'attente de quelque chose qui est en symbiose avec le client en face, et c'est pas un fantasme, c'est une absolue réalité aujourd'hui. C'est sous-tendu par beaucoup de technologies qui permet aujourd'hui de le faire, qui n'était pas possible. Et convaincre, pour nous, c'est pas pousser 10 fois systématiquement le même produit, c'est aussi avoir une histoire en plusieurs étapes sur le même produit. Il ne suffit pas de dire il est pas cher, ou il est super, ou il est très technique, ou il est nouveau, ou il est innovant. Il y a plusieurs choses à raconter dedans pour nourrir la marque. Et donc, on va investir en 2026, on commence comme ça à faire rentrer un inventaire média dans les parcours d'onboarding, de re-onboarding, dans des cibles clients très précises pour dépasser le mur de l'email et en fait faire sortir le CRM simplement du canon à email. Sandrine, chez Monoprix, on en parlait, vous avez un peu la même démarche autour Oui. du PRM, autour de l'utilisation effectivement de différentes technologies AI qui permettent justement d'aller vers ce type de procédé. Oui, absolument. Effectivement, on a développé un certain nombre de parcours automatiques en multicanal. Alors, on n'a pas encore intégré le Media Paid, mais on est vraiment sur du multicanal avec des scorings d'appétence en fonction des canaux de communication préférés. Et effectivement, on a développé un certain nombre de parcours qui nous permettent de travailler l'onboarding, la réactivation, et d'aller chercher aussi des clients qui ne sont pas forcément exposables ou exposés à nos communications, d'aller les chercher au bon moment quand ils sont disposés effectivement à recevoir notre communication. Et pour ça, effectivement, on s'appuie aussi sur des solutions IA qui nous permettent d'aller faire de l'interception client quand il est prêt à effectivement nous écouter, nous lire, nous entendre. Et je suis d'accord, c'est qu'effectivement aussi, on se parle depuis très longtemps dans le marketing du bon message au bon moment, etc. J'ai entendu ce matin à Adopt AI que finalement le marketing, c'est toujours de la réinvention grâce à la technologie, et c'est vrai, et on se réinvente aujourd'hui beaucoup plus fortement sur cette possibilité d'être hyper personnalisé et d'arriver vraiment avec le bon contenu, la bonne recommandation, la bonne promo qui m'intéresse et qui va me faire effectivement m'engager davantage avec la marque enseigne, avec la proposition que l'on me fait. Mais alors du coup, si je vois bien, il y a une espèce de... Auparavant, il y avait vraiment l'acquisition d'un côté, la fidélisation de l'autre. Il y a des outils à chaque fois spécifiques, le média d'un côté et puis l'email, le courrier ou autre d'un côté. De l'autre côté, comment dans des groupes ou des agences, comme chez Publicis, vous vous organisez pour pouvoir adresser, on va dire, ces évolutions à la fois technologiques et du coup organisationnelles? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on a exactement tous les mêmes challenges. Pendant des années, nous avons tous essayé d'avoir les meilleures expertises. Et donc, nous avons, et il fallait le faire, siloter pour avoir le meilleur expert média, le meilleur expert marketing relationnel, le meilleur expert feed, le meilleur expert des contenus. Et il le fallait parce que notre métier, à tous, communicants, marketeurs, c'est un moment d'essayer de savoir de quoi on parle. Et souvent, on a voulu travailler à un moment
à pousser une offre produit qui était la meilleure, Decathlon, Carrefour, Monoprix. Je pense que depuis quelque temps, on a une vraie révolution qui est de se dire, bien évidemment, on essaye toujours d'avoir les mêmes experts, mais celui qui nous remplace tous, c'est le consommateur. Et on passe d'un monde où en fait il fallait avoir les meilleures expertises à un monde où seul le consommateur lisse les expertises. C'est-à-dire que on restera tous humains, ça c'est la bonne nouvelle de la journée, que le full funnel, il n'est pas du tout linéaire, il faut arrêter de penser que le consommateur, il commence à une case A et parce qu'on lui demande, il arrivera à une case Z, il fait ce qu'il veut et le consommateur est intelligent. Il faut aussi se dire que la loyauté absolue, elle est très rare, ça c'est notre côté mauvais dans l'humain. Et donc, tout simplement, il n'y a pas de cases à... Il faut qu'on maîtrise les cases, mais il faut qu'on les interconnecte. Et les interconnecter veut dire tout simplement qu'il faut apprendre. Donc, dans les organisations de nos clients, comme dans les organisations de Publicis, l'enjeu, c'est d'avoir à un moment un apprentissage de la connexion entre les médias et le CRM, entre le CRM et l'influence demain, entre l'influence et le commerce et la transaction, qu'elle soit physique ou qu'elle soit digitale. Et ça, c'est ce qui devient intéressant parce qu'on va passer d'un monde tous où nous avons travaillé nos organisations par practice et par talent, qu'on est tous allés chercher les uns les autres, à aujourd'hui de se reposer cette question, comment on peut plus travailler la convergence, plus travailler la synergie, tout simplement remettre le client, puisque c'est ce qui compte, au cœur de notre réflexion. Et donc le client, on va l'habiller sur ce mot de la data, et il va être enrichi après par la technologie. Mais en fait, la réalité, c'est comment nous allons simplifier une complexité de nos métiers, à tous, on a tous des organisations complexes. La première question pour partager avec l'Assemblée, lorsqu'on s'est rencontrés tout à l'heure, la première question qu'on s'est posée tous ensemble, c'est « Et chez toi, c'est organisé comment ?» Et en fait, c'est exactement le sujet. C'est qu'aujourd'hui, c'est une question de mindset et d'organisation qu'on doit tourner vers l'expérience client, l'expérience prospect. Avec un point que je soulignerai que Sandrine tout à l'heure a dit, qui est peut-être la nouvelle donne du marché, qui était peut-être celle qu'on a moins travaillé par le passé, qui n'est pas la tech, qui n'est pas l'IA, etc. Tout ça, ça va nous servir. C'est réellement l'histoire de la confiance et de l'éthique data. C'est-à-dire, à force de travailler cette relation, consommateur-prospect, qu'elle soit média, commerce, influence, CRM, c'est de respecter le consommateur. Parce qu'à la fin, celui qui décide, c'est le consommateur. Et qu'il va falloir faire très attention à ce que lorsque l'on va le nourrir d'un programme CRM, j'adorais le terme augmenté tout à l'heure, d'un programme média, d'un programme de contenu ou d'expérientiel, il faut être sûr qu'il l'accepte. Il faut être sûr que lorsqu'on va lui envoyer plusieurs messages, on lui autorise aussi le droit d'un moment de choisir une autre marque. Et donc la marque va devoir devenir, ou nos organisations, nous notre travail c'est de devenir le partenaire de nos clients pour améliorer l'expérience finale du consommateur et d'être certain que le consommateur, il aimera la marque parce qu'il sait qu'à un moment, il peut avoir une relation avec elle ou de temps en temps arrêter pour revenir. Et c'est tout le travail aujourd'hui de ces synergies qui doivent exister entre commerce, influence, CRM, médias. C'est de savoir exposer le consommateur, mais savoir aussi à un moment rester à sa place quand on doit l'être et donc de le respecter. Donc là, je pense tout à l'heure, le mot de confiance et d'éthique data est extrêmement important dans une ère où on parle beaucoup de IA, technologie, etc. Mais celui qui compte, c'est le consommateur. La confiance est clé, c'est clair. Je vois que le temps passe, du coup, je vais peut-être un petit mot de la fin ou une petite conclusion, que ce soit sur l'organisation, la confiance ou autre, pour chacun d'entre vous. Je te laisse commencer. Juste un mot en rebond. Moi, je vois deux choses. Responsabilité et opportunité. Responsabilité vis-à-vis des clients. Finalement, ils vont nous donner un capital énorme et on a une responsabilité vis-à-vis d'eux de la façon dont on s'en sert, mais de ce qu'on leur donne, en fait, comment on leur redistribue. Et l'autre, cette opportunité incroyable que la technologie va nous permettre d'être au rendez-vous de nos promesses et d'aller plus loin dans cette relation et de construire quelque chose de plus fort. Oui, je suis très d'accord avec ce que dit Gauthier. On a des vrais sujets de repenser nos organisations, notre gouvernance. On est encore... finalement, on a une tech, on a de l'IA, on a de la data, tout ça. On a un capital énorme qu'on a travaillé avec beaucoup d'expertise, beaucoup de méthodes. Et l'heure est arrivée à se dire, OK, alors mettons le client au centre et comment, avec l'ensemble de ces outils marketing, on arrive à bien le piloter et à bien développer la valeur client
Et là où il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on a une propension à se dire génial, on va pouvoir envoyer massivement du contenu. Ça, on l'entend partout. C'est 8 fois plus de contenu, c'est 10 fois plus de contenu. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux sur ce sujet-là. Il faut qu'on soit capable de l'emmener au bon moment sur les bons sujets. Et il faut faire attention qu'on n'ait pas un rejet à un moment d'avoir trop de contenu dispersé, trop de touchpoints parce qu'on va être en CRM, on va être sur nos sites à nous. Donc, il faut faire très attention à ça. En revanche, on est dans une période qui est vraiment, vraiment extrêmement intéressante parce qu'on est en train de changer radicalement la façon dont on fait du commerce avec nos clients. C'est clair. Sandrine, le mot de la fin. Très difficile d'arriver. Après, moi, enfin, évidemment, la confiance, l'éthique, la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos clients, on est dans une logique de don contre don, c'est-à-dire qu'effectivement, on est ce qu'on... Pardon. On construit ce qu'on a envie de proposer au client, mais c'est le client qui va nous donner effectivement le retour, qui va nous expliquer en fait ce que lui veut. Et c'est ce que je trouve assez formidable dans l'époque dans laquelle on vit, c'est d'être capable de recevoir ce que le client veut vraiment et de l'exploiter enfin pour une bonne conversation entre les clients et les marques. Donc je pense qu'on a tout à gagner à exploiter davantage effectivement ce retour de conversation et cette envie que le client nous partage et qu'on est capable d'exploiter. Très bien. On voit qu'on a beau être à Tech for Retail et parler beaucoup comment la technologie fait évoluer le marketing, l'humain et la confiance restent quand même au centre, a fortiori si on veut récolter sa data et puis pouvoir l'exploiter avec toute l'éthique nécessaire. Je vous remercie beaucoup pour ce partage d'expérience et du coup, je pense qu'on clôture le cycle des conférences de Tech for Retail pour cette année. Merci beaucoup.